Bienvenue dans une divagation, c'est-à-dire un cheminement de pensée. Les notions qui nous intéressent ici sont le travail et la technique. La notion de travail s'inspirerait du tripalium, un instrument de torture. Il s'agit d'une image. Le travail serait un labeur ou une punition, quelque chose qui ne nous ferait pas du bien. C'est une conception relativement ancienne que l'on retrouve dans la Bible. Je vous en lis un extrait. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retourneras à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Le mot travail n'est pas cité. L'homme, la femme, le serpent se retrouvent touchés dans leur capacité à répondre à leurs besoins et à préserver leur vie. Cela peut dépendre des traditions et interprétations, mais le texte fait apparaître notre conception du travail lorsqu'il est question de manger son pain à la sueur de son visage. Il n'est pas question explicitement de travail, mais de production. Dieu dit à l'homme qu'il va devoir produire sa nourriture en exploitant le sol. L'homme est d'abord poussé vers la technique. Technique traduit le grec techné, qui est la fabrication. C'est la production et la transformation de la matière. Cela a deux conséquences. La première est que cela interroge le rapport de l'homme à son environnement, puisqu'il tire sa nourriture du sol et qu'il a pour fin de retourner à la poussière. Le deuxième est que l'homme est poussé vers la connaissance et l'utilisation de son intellect. Ainsi, le travail est une activité rationnelle en vue de produire des choses. Que ce soit manuel, avec une utilisation de la matière concrète, par exemple le menuisier avec le bois, ou que ce soit intellectuel, avec l'utilisation de concepts qui sont des objets abstraits. Le travail se caractérise par l'utilisation d'outils. Les outils sont des choses utilitaires par définition. Ils servent à organiser le travail. C'est quelque chose de technique. Mais est-ce que l'utilisation d'outils demande une intelligence ? Et est-ce le propre de l'homme ? Grand 1, le travail est une tâche rationnelle. La technique résulte d'une connaissance de ce que sont les choses, de ce qu'est la matière et de ce que l'on peut faire avec. Il y a un besoin d'intelligence. Mais comment apparaît-elle ? Première sous-partie, la cause et l'effet. Quand on travaille à quelque chose. Le travail est donc une médiation. C'est l'utilisation de techniques, c'est-à-dire de moyens qui sont des causes pour parvenir à une fin, qui sera l'effet. Mais attention, la cause n'est pas forcément ce qui précède l'effet, c'est-à-dire ce qui est conséquent à une action. C'est à partir de plusieurs textes d'Aristote que nous pouvons penser à divers types de causes, notamment des textes issus du livre 2 de la physique et des livres gamma, delta et zeta de la métaphysique. Pour illustrer les causes, les commentateurs du philosophe usent de l'exemple de la statue. Nous ferons de même. Ainsi, dans tout changement, il y a possiblement 4 causes. Il y a la cause matérielle, autrement dit la matière. Dans l'exemple de la statue, on peut dire que celle-ci ne peut être que s'il y a du marbre. Il y a la cause efficiente, ou la cause motrice.
c'est-à-dire le principe de changement. La statue n'existe que parce qu'il y a quelqu'un qui l'a sculptée. Il y a la cause finale, c'est-à-dire l'objectif ou la raison d'être de la statue. Celle-ci va rendre hommage à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a la cause formelle, c'est-à-dire l'idée de ce qu'est la chose, c'est-à-dire ce qui va penser la forme. Cela peut être par exemple le commanditaire de la statue qui va savoir pourquoi et comment il la veut. Ainsi, la statue est le produit fini issu de ces 4 causes. Elle en est l'effet. La technique s'intéresse surtout aux causes matérielles et motrices, donc à la matière et à ce qui l'instrumentalise. D'ailleurs, il y a un lien entre la technique et la main. On parle de travail manuel. C'est le travail de la matière. Le premier instrument de l'homme, c'est son propre corps. En trouvant une utilité à son corps, l'homme va développer son intelligence. L'homme a une main parce qu'il a trouvé une utilité à cet organe. La main sert à se nourrir, à casser des choses, à construire, etc. L'homme démontre son intelligence par son activité. Les organes inutiles disparaissent dans le temps. Par exemple, l'homme n'a plus de queue et n'a plus de doigts palmés. Qu'est-ce que la technique et la technologie, si ce n'est des prolongements du corps naturel? Deuxième sous-partie, le prolongement du corps naturel. Nous pouvons retrouver notre dernière réflexion chez plusieurs auteurs, notamment Jürgen Habermas, philosophe des sciences sociales allemand né en 1929, dans La technique et la science comme idéologie. Je vous en lis un extrait. L'évolution de la technique se prête bien au modèle d'interprétation selon lequel l'espèce humaine aurait projeté l'un après l'autre, sous la forme de moyens techniques, les éléments qui sont à la base des différentes fonctions de l'activité rationnelle par rapport à une fin, lesquelles se situent d'abord au niveau de l'organisme humain, l'espèce pouvant ainsi se libérer elle-même de ses fonctions. Ce sont d'abord les fonctions de l'appareil de locomotion, les bras et les jambes, qui ont été renforcées, puis la production d'énergie du corps humain, puis les fonctions de l'appareil sensoriel, les yeux, les oreilles, la peau, et pour finir les fonctions du centre de commande, le cerveau. Il suffit de réfléchir au fait que l'évolution technique obéit à une logique qui correspond à la structure de l'activité rationnelle par rapport à une fin et contrôlée par un succès, c'est-à-dire en fait à la structure du travail. Ici, le travail se définit comme une activité rationnelle par rapport à une fin et contrôlée par son succès. Il y a une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à un objectif. Je me sers de mes crayons pour écrire afin de diffuser une pensée, par exemple. La technique vient prolonger le rôle naturel de nos organes. La pince est un prolongement de la main. La pile est à l'image de la production d'énergie du corps. La caméra est un prolongement de l'appareil sensoriel des yeux. L'ordinateur est un centre de commande comme l'est le cerveau, etc., etc. Ce sont des outils qui, parfois, remplacent l'homme dans le travail. L'homme va se libérer peu à peu du rôle naturel de ses organes. Nous nommons parfois cette démarche le progrès. Troisième sous-partie, le progrès. L'idée de progrès peut venir de l'idée d'évolution, qu'elle soit technique ou technologique. L'évolution technique concerne les modalités du travail. L'évolution technologique concerne les types d'outils ou les matériaux. Cela participe à un système de connaissances en constante évolution qui permet de penser de nouveaux travaux. Il y a également la question des innovations et des inventions. L'innovation, c'est l'amélioration, la modification ou le détournement de connaissances déjà acquises. L'invention est la création de quelque chose de nouveau. Mais qui est concerné par le progrès et le travail? Qui use de la technique et qui n'en use pas? Quatrième sous-partie, l'acteur du travail. L'homme use de technique. Il y a un processus rationnel ou intelligent qui est en œuvre. S'il n'est pas le seul à pouvoir le faire, il reste la question du travail divin et du travail animal. Pour Platon, il y a un dieu originel qui peut travailler, en ce sens qu'il va donner une forme à une matière. Il s'agit du démiurge. Démiurgos en grec signifie artisan. La matière, manipulable, va être d'une nature inférieure à la divinité. Raison pour laquelle la matière et le corps ont longtemps été dépréciés en philosophie. Cette idée permet également de penser que le travail réside avant tout dans l'idée que l'on se fait. L'idée est d'origine divine. Mais la comparaison s'arrête là. Le travail divin n'est pas un travail au sens humain du terme.
puisque contrairement à l'homme, la divinité n'a pas un besoin vital de travailler. Qu'en est-il de l'animal ? L'abbé Condillac, philosophe et académicien français né en 1714, mort en 1780, a tenté de répondre à cette question dans le Traité des animaux. Je vous en lis un extrait. Tel est en général le système des connaissances dans les animaux. Tout y dépend d'un même principe, le besoin. Tout s'y exécute par le même moyen, la liaison des idées. Les bêtes inventent donc. Si inventer signifie la même chose que juger, comparer, découvrir. Elles inventent même encore, si par là on entend se représenter d'avance ce qu'on va faire. Le castor se peint la cabane qu'il veut bâtir, l'oiseau le nid qu'il veut construire. Ces animaux ne feraient pas ces ouvrages si l'imagination ne leur en donnait pas le modèle. Mais les bêtes ont infiniment moins d'invention que nous, soit parce qu'elles sont plus bornées dans leurs besoins, soit parce qu'elles n'ont pas les mêmes moyens pour multiplier leurs idées et pour en faire des combinaisons de toute espèce. Pressées par leurs besoins et n'ayant que peu de choses à apprendre, elles arrivent presque tout à coup au point de perfection auquel elles peuvent atteindre. Mais elles s'arrêtent aussitôt, elles n'imaginent pas même qu'elles puissent aller au-delà. Leurs besoins sont satisfaits, elles n'ont plus rien à désirer, et par conséquent plus rien à rechercher. Il ne leur reste qu'à se souvenir de ce qu'elles ont fait et à le répéter toutes les fois qu'elles se retrouvent dans les circonstances qui l'exigent. Si elles inventent moins que nous, si elles perfectionnent moins, ce n'est donc pas qu'elles manquent tout à fait d'intelligence, c'est que leur intelligence est plus bornée. Comme les animaux ont des besoins, ils pourraient travailler. Les animaux mettent en place des systèmes, des processus, des moyens, etc. Ils lisent ce que l'on rapproche des idées. Par exemple, le castor va se représenter sa cabane. Il va chercher du bois et il va l'assembler. Mais contrairement à l'homme, l'animal est borné par ses besoins. L'intelligence ne va pas au-delà du besoin. Cela reste quelque chose d'instinctif. Le travail humain irait au-delà de l'instinct. Pour autant, nous pouvons penser quelque chose de commun à l'homme, à Dieu et à l'animal, la modification de l'environnement. Dieu use de la matière éthérée présente dans l'espace, le castor utilise le bois de la forêt à proximité, il y a des objectifs et le développement des moyens pour y parvenir. Le travail est une tâche rationnelle. Quoi qu'il en soit, la matière semble provenir de l'environnement. La question que l'on peut se poser, c'est comment modifier cette matière ? Grand 2, modifier l'environnement par le travail. Nous avons divers besoins et tout ce dont nous avons besoin est présent dans notre environnement. Première sous-partie, le besoin initiateur du travail. L'homme voit au-delà de ses besoins. Il y a des loisirs et une culture. D'un point de vue biologique, ces deux derniers éléments sont inutiles, raison pour laquelle on n'a pas le même monde que l'animal. Nous ne faisons pas que nous adapter à l'environnement. L'homme va configurer son environnement. Heidegger, philosophe allemand né en 1889, mort en 1976, l'a remarqué et enseigné cela en 1929 et en 1930. Nous retrouvons une citation dans les concepts fondamentaux de la métaphysique. La pierre est sans monde, l'animal est pauvre en monde, et l'homme est configurateur de monde. Si la pierre est sans monde, cela signifie qu'elle ne peut pas créer d'interaction avec son environnement. L'animal va interagir avec son environnement, mais uniquement en fonction de ses besoins et de ses perceptions. Par exemple, la tique ne vit qu'en fonction des gaz carboniques et de l'acide butyrique qu'elle détecte sur les autres êtres vivants. Elle ne peut pas interagir avec autre chose. L'homme, quant à lui, voit au-delà de ses besoins. Il y a d'innombrables possibilités d'action dans son environnement. Il se projette et anticipe le monde. Deuxième sous-partie, l'expansion par le travail et la technique. Pour travailler, l'homme prend conscience des éléments qui l'entourent et il va y réfléchir. C'est ce que l'on appelle se projeter. Un projet est une anticipation. Comment on anticipe ? Par l'habitude du travail de la matière. Ce sont des éléments concrets et réels auxquels on va apporter des modifications. Le travail, c'est la transformation de l'idée, donc de l'abstrait, en objet, donc en concret. L'homme, en analysant et en transformant son environnement, rend concret son projet d'expansion, son souhait d'aller au-delà du simple assouvissement de ses besoins. Mais attention, l'homme n'a pas toujours été comme ça, sinon nous ne pourrions pas parler de progrès. L'expansion par la technique est ce qui différencie l'homme moderne de l'homme primitif.
L'homme primitif est l'homme qui n'a pas évolué. Il est avant, à la fois dans un temps historique et dans un temps réflexif. Il y a comme une discrimination, puisque aujourd'hui on considère certaines tribus comme primitives. Mais ce n'est pas dans le sens qu'elles seraient moins intelligentes, mais dans le sens qu'il n'y a pas autant de techniques et de technologies. Alors que l'homme primitif est chasseur, l'homme moderne sera éleveur. Il va modifier son environnement pour créer des espaces particuliers avec une nouvelle organisation qu'il aura pensée. Troisième sous-partie, la construction sociale en vue de la production. L'homme ayant dépassé ses besoins, le travail peut être pensé comme une construction sociale. Le travail pallie les défauts par des moyens techniques, par exemple par la productivité. La chasse donne accès à moins de ressources que l'élevage, qui donne plus de ressources avec de nouveaux besoins de gestion et de distribution. L'idée de construction sociale du travail donne lieu à une pensée de la gestion des hommes et des ressources. La gestion des ressources donne une pensée du développement durable. La nature seule est limitée dans la production de ressources. L'homme doit donc penser le développement de son activité tout en préservant les capacités de la planète à produire des ressources, tout en garantissant aux générations futures la possibilité de produire. Donc en plus de cela, l'homme va devoir penser l'organisation et la collaboration des autres hommes. Il y a des patrons, des salariés, etc. Le travail organise la vie de tout individu puisqu'il vit en société. Il y a une accumulation de nouveaux besoins. Si le travail ne participe plus seulement à la satisfaction de ses besoins primaires, qu'est-ce que l'homme peut tirer d'autre du travail ? Grand 3, le travail comme évasion et comme production de culture. Nous pouvons penser au dicton allemand « le travail rend libre ». Il est connu pour être inscrit sur le fronton du camp d'Auschwitz, Arbeit macht frei. Mais attention, ce n'est pas un slogan nazi, et il ne faudrait pas que parce qu'une expression est utilisée par des idéologies abominables, qu'elle ne soit plus pensée. Il s'agit d'une phrase qui nous vient du 19e siècle par l'écrivain Heinrich Bethe. Il s'agit d'une référence à Aristote, pour qui le travail, que nous pensons ici comme tâche rationnelle convenant aux besoins et aux devoirs de l'homme pour vivre, est un accomplissement de l'homme. La référence est limitée, puisque dans l'esprit grec, un homme libre est un homme qui ne travaille pas, puisque l'homme libre et l'homme qui ne travaille pas peut s'accomplir dans la vertu et dans la contemplation. Ici, le sens a été modifié par Heinrich Bethe, puisque la conception d'un accomplissement de l'homme par la vertu n'était plus valable dans la société allemande de l'époque. C'était une manière de défendre une idée du travail comme objectif de l'homme vivant en société. Il faut donc comprendre que l'idée principale réutilisée ici, c'est l'idée d'accomplissement. La vertu de l'homme devient la vertu travail. L'homme est accompli en étant vertueux, donc ici, l'homme est accompli en travaillant, puisque sa vertu est le travail. L'homme se libère en s'accomplissant, puisque tant qu'il n'est pas accompli, il est contraint, donc il ne serait pas libre. Et c'est pour cela que le travail rendrait libre. Mais qu'en est-il ? Première sous-partie, le travail ne sert pas à la liberté. Cette idée revient dans certaines conceptions politiques, comme le communisme de Marx dans le Capital. Je vous lis un court extrait. La transformation de l'argent en capital exige donc que le possesseur d'argent trouve sur le marché le travailleur libre. Et libre a un double point de vue. Premièrement, le travailleur doit être une personne libre, disposant à son gré de sa force de travail comme de sa marchandise à vendre. Puis être, pour ainsi dire, libre de tout, complètement dépourvu des choses nécessaires à la réalisation de sa puissance travailleuse. Le travail ne rend pas libre, parce que l'individu doit être libre pour pouvoir travailler. L'individu doit vendre sa force de travail au possesseur des moyens de production. Le travailleur ne doit pas être esclave, c'est-à-dire que sa force de travail n'est soumise à personne. Il doit aussi être libre de toute propriété. Si des choses ou propriétés viennent subvenir à ses besoins et qu'il a des obligations, il n'a pas besoin de travailler. Le travail ne rend donc pas libre. Le travail est aliénation. Le terme se construit autour du mot alien, issu du vieux français qui veut dire étranger. L'homme deviendrait donc étranger à lui-même. Il n'exerce plus sa conscience ou son activité critique.
l'homme ne vivrait que pour produire. C'est ce qui permet de dire que le travail est exploitation et que le travailleur va dépendre des bourgeois. Le bourgeois est celui qui détient les moyens de production. Le prolétaire est celui qui détient la force de travail qu'il va vendre aux bourgeois contre rémunération. Cela donne lieu à la lutte des classes. La classe des prolétaires ne vit que pour le profit de la classe bourgeoise. Mais Marx va voir plus loin, en pensant que tout le système social et juridique est constitué à l'avantage des bourgeois, c'est-à-dire à l'avantage de ceux qui possèdent les moyens de production. Si le droit est à l'avantage des bourgeois, il ne l'est pas pour les prolétaires. Ceux-ci subissent une oppression. Ils sont limités dans leurs droits. Comment cela se passe ? Il y a la dépendance des travailleurs à leur entreprise. Le travailleur donne sa force contre un salaire qui va lui permettre de reconstituer sa force de travail. On doit manger et dormir. Mais pour se nourrir, le travailleur ne va pas aller loin. Il va acheter proche de son entreprise et parfois même sa propre production, à l'instar du traiteur dans la grande distribution. Plus loin encore, le travailleur va souvent rencontrer son partenaire de vie sur son lieu de travail. Les mariages et les congés parentaux permettent le renouvellement de la force de travail en comptant sur la reproduction sociale, c'est-à-dire que des ouvriers vont produire d'autres ouvriers. C'est ce qui conserve le système. Il y a un rapport de domination qui n'est pas récent. Cela se construit dans le temps et ce n'est pas propre à notre système moderne. Il en allait du même processus à l'époque féodale avec les seigneurs et les serfs. L'histoire du monde est une histoire de domination. Mais la question de la domination est un problème secondaire. C'est un problème social qui n'est pas lié qu'au travail. Quel est donc le but du travail ? Deuxième sous-partie, le but du labeur et le besoin de légèreté. Labeur est devenu synonyme de travail. Le terme vient du XIIe siècle, du vieux français labure, qui signifie peine ou difficulté. La question qui se pose, c'est pourquoi on se donne de la peine ? Il y aurait 3 raisons pour lesquelles on travaille. Pour vivre, pour se protéger et pour s'occuper. Il y a une activité physique et psychique. Cela nous maintient en éveil et nous maintient présents au monde. Mais attention, le travail ne doit pas absorber l'homme, à la fois pour son bien-être et pour la santé. C'est une mise en garde que l'on peut retrouver dans la lettre à Arrianus de Pline le Jeune. Homme politique, historien, avocat et écrivain italien, né en 61 et mort en 113. Dans la vie, comme dans la littérature, il n'y a rien de plus beau et de plus naturel à mes yeux que de marier la gravité à la gaieté, pour empêcher que la première vire à la tristesse et la seconde à la frivolité. Selon ce principe, je délaisse de temps en temps les travaux sérieux qui m'absorbent pour écrire des vers légers et plaisants. Il ne faudrait donc pas être absorbé par quelque chose de triste, de laborieux ou de grave. L'homme aurait besoin de légèreté et de faire attention à sa santé. L'homme rationalise sa vie et ses activités dont le travail fait partie. Troisième sous-moment, le travail et la technique comme rationalisation de l'activité humaine et de la communauté politique. Le mythe de Prométhée et d'Épiméthée, présent dans le Protagoras de Platon, reprend cette idée. Je vous le dis. Il fut jadis un temps où les dieux existaient, mais non les espèces mortelles. Quand le temps que le destin avait assigné à leur création fut venu, les dieux les façonnèrent dans les entrailles de la terre d'un mélange de terre et de feu, et des éléments qui s'allient au feu et à la terre. Quand le moment de les amener à la lumière approcha, ils chargèrent Prométhée et Épiméthée de les pourvoir et d'attribuer à chacun des qualités appropriées. Mais Épiméthée demanda à Prométhée de lui laisser faire seul le partage. « Quand je l'aurai fini, dit-il, tu viendras l'examiner. » Sa demande accordée, il fit le partage et, en le faisant, il attribua aux uns la force sans la vitesse, aux autres la vitesse sans la force. Il donna des armes à ceux-ci, les refusa à ceux-là, mais il imagina pour eux d'autres moyens de conservation. Car à ceux d'entre eux qu'il logeait dans un corps de petite taille, il donna des ailes pour fuir ou un refuge souterrain. Pour ceux qui avaient l'avantage d'une grande taille, leur grandeur suffit à les conserver. Et il appliqua ce procédé de compensation à tous les animaux. Ces mesures de précaution étaient destinées à prévenir la disparition des races. Mais quand il leur eut fourni les moyens d'échapper à une destruction mutuelle, il voulut les aider à supporter les saisons de Zeus. Il imagina pour cela de les revêtir de poils épais et de peau serrée, suffisantes pour les garantir du froid,
capable aussi de les protéger contre la chaleur et destiné, enfin, à servir, pour le temps du sommeil, de couverture naturelle propre à chacun d'eux. Il leur donna en outre comme chaussures soit des sabots de corne, soit des peaux calleuses et dépourvues de sang. Ensuite, il leur fournit des aliments variés suivant les espèces, aux uns l'herbe du sol, aux autres les fruits des arbres, aux autres des racines. À quelques-uns même, il donna d'autres animaux à manger, mais il limita leur fécondité et multiplia celle de leurs victimes, pour assurer le salut de la race. Cependant, Épiméthée, qui n'était pas très réfléchi, avait, sans y prendre garde, dépensé pour tous les animaux toutes les facultés dont il disposait, et il lui restait la race humaine à pourvoir, et il ne savait que faire. Dans cet embarras, Prométhée vient pour examiner le partage. Il voit les animaux bien pourvus, mais l'homme nu, sans chaussures, ni couverture, ni armes, et le jour fixé approchait où il fallait l'amener au sein de la terre à la lumière. Alors Prométhée, ne sachant qu'imaginer pour donner à l'homme le moyen de se conserver, vole à Héphaïstos et à Athéna la connaissance des arts avec le feu, car, sans le feu, la connaissance des arts était impossible et inutile, et il en fait présent à l'homme. L'homme eut ainsi la science propre à conserver sa vie, mais il n'avait pas la science politique. Celle-ci se trouvait chez Zeus, et Prométhée n'avait plus le temps de pénétrer dans l'acropole que Zeus habite, et où veillent d'ailleurs des gardes redoutables. Il se glisse donc furtivement dans l'atelier commun où Athéna et Héphaïstos cultivaient leur amour des arts, il y dérobe au dieu son art de manier le feu, et à la déesse l'art qui lui est propre, et il en fait présent à l'homme. Et c'est ainsi que l'homme peut se procurer des ressources pour vivre. Dans la suite, Prométhée fut, dit-on, puni du larcin qu'il avait commis par la faute d'Épiméthée. Quand l'homme fut en possession de son lot divin, d'abord à cause de son affinité avec les dieux, il crut à leur existence, privilège qu'il a seul de tous les animaux, et il se mit à leur dresser des autels et des statues. Ensuite, il eut bientôt fait, grâce à la science qu'il avait, d'articuler sa voix et de former les noms des choses, d'inventer les maisons, les habits, les chaussures, les lits, et de tirer les aliments du sol. Avec ces ressources, les hommes, à l'origine, vivaient isolés, et les villes n'existaient pas. Aussi périssaient-ils sous les coups des bêtes fauves, toujours plus fortes qu'eux. Les arts mécaniques suffisaient à les faire vivre. Mais ils étaient d'un secours insuffisant dans la guerre contre les bêtes, car ils ne possédaient pas encore la science politique dont l'art militaire fait partie. En conséquence, ils cherchaient à se rassembler et à se mettre en sûreté en fondant des villes. Mais quand ils s'étaient rassemblés, ils se faisaient du mal les uns aux autres, parce que la science politique leur manquait, en sorte qu'ils se séparaient de nouveau et périssaient. Alors Zeus, craignant que notre race ne fût anéantie, envoya Hermès porter aux hommes la pudeur et la justice, pour servir de règle aux cités et unir les hommes par les liens de l'amitié. Hermès alors demanda à Zeus de quelle manière il devait donner aux hommes la justice et la pudeur. Dois-je les partager comme on a partagé les arts ? Or, les arts ont été partagés de manière qu'un seul homme, expert en l'art médical, suffit pour un grand nombre de profanes, et les autres artisans de même. Dois-je répartir ainsi la justice et la pudeur parmi les hommes, ou les partager entre tous ? Entre tous, répondit Zeus. Que tous y aient part, car les villes ne sauraient exister si ces vertus étaient, comme les arts, le partage exclusif de quelques-uns. Établis en outre en mon nom cette loi, que tout homme incapable de pudeur et de justice sera exterminé comme un fléau de la société. Ainsi, l'homme n'est pas pourvu d'armes naturellement. L'homme n'a pas d'ailes, n'a pas de crocs, n'a pas de griffes, n'a pas de fourrure, etc. Mais il a l'intelligence et la technique. L'intelligence permet l'acquisition de nos moyens de subsistance. Nous nous sommes rendus compte que pour mieux nous protéger, nous devons vivre en groupe, ce qui donne un besoin de gestion, donc de politique. Les individus n'ont pas tous la même intelligence ni les mêmes techniques, raison pour laquelle il y a plusieurs domaines avec des experts. Un expert suffirait pour un certain nombre de profanes ou d'ignorants. Par exemple, il y a un médecin pour un certain nombre de patients. Cela favorise l'interdépendance des membres de la société. Les compétences sont différentes, donc chaque individu dépend des autres par les différentes maîtrises techniques. Conclusion. Par le travail et la technique, l'homme se sépare du naturel. C'est ce que l'on nomme l'artificiel. Ce sont des productions qui ne sont pas liées uniquement aux besoins. C'est le propre de l'homme. Le travail et la technique sont des moteurs de la culture humaine et de ce qui permet à l'homme de faire communauté. Merci pour votre écoute et à bientôt.